Dans cette vidéo du chapitre 12 de mes notes de cours, on va compléter une première page de la section 4, intitulée l'équilibre statique, l'équilibre de rotation et l'équilibre de translation. Donc on va faire la différence entre ces trois choses-là, puis on va préciser qu'est-ce que l'équilibre de rotation. C'est ce qui est montré entre autres en haut de la page, les trois termes. L'équilibre statique d'un objet, quand on dit qu'un objet est en équilibre statique, c'est qu'il est à la fois en équilibre de translation et en équilibre de rotation. Donc ces deux-là se combinent pour dire qu'on est en équilibre statique. On peut être en équilibre de rotation, mais pas être en équilibre de translation, et vice-versa. S'il nous en manque un des deux, on n'est pas purement en équilibre statique. Bon, qu'est-ce que chacun de ces termes-là? On va définir ces deux termes-là. Quand ces deux conditions-là sont respectées, c'est l'équilibre statique. L'équilibre de translation, on l'a déjà vu dans les chapitres 7, 8, 9 et 10, je crois. C'est lorsqu'un corps, lorsque des forces agissent sur un corps, que la somme de ces forces-là est égale à 0, on va dire qu'un corps est en équilibre de translation. Seulement, on travaille en x, y. Donc, les conditions pour avoir un équilibre de translation, c'est que la somme des forces selon x, selon y, soit égale à 0. On ne l'a jamais fait, mais on aurait pu être aussi en 3 dimensions. Dans ce cas-là, c'est la somme des forces en z est égale à 0. Donc, on les avait exprimées comme ça, première loi de Newton dans le chapitre 7. J'aurais pu les travailler autrement en disant, pour vérifier cette loi-là de Newton, de dire, je vais regarder toutes les forces qui contribuent à faire avancer l'objet sur l'axe des x. Donc, j'appelle ça les forces positives. Puis toutes ces forces-là devraient être égales aux forces qui contribuent à faire reculer, aux forces qui ont une contribution négative par rapport à l'axe des x. Donc j'aurais pu les séparer en deux, dire je vais prendre ceux-là qui contribuent à faire avancer, toutes les additionner ensemble, puis ça devrait être égal aux forces qui contribuent à faire reculer sur l'axe des x, et ces deux choses-là devraient être égales. C'est ça l'équilibre de translation. On a utilisé cette forme-là, c'est plus conventionnel, mais j'aurais pu travailler en les séparant en deux côtés. Pourquoi je le mentionne? C'est parce que dans l'équilibre de rotation, on va avoir l'équivalent de ça, mais je vais préférer en rotation utiliser l'équivalent de ce côté-ci. Donc l'équilibre de rotation, on l'a vu à l'exemple précédent, à la page précédente, où on avait fait l'équilibre sur 1 mètre, tout simplement avec deux forces aux deux extrémités. Ça nous a introduit le concept qu'on peut être en équilibre de rotation. On va dire qu'il y a équilibre de rotation autour d'un axe quand la somme des moments de force, c'est pas la même chose. Là. Ici, on faisait une somme de force. Maintenant, c'est la somme des moments de force, donc la somme du paramètre qui mesure l'efficacité à faire tourner, qui doit être égale à 0. Donc, si on préfère, là, cela s'écrit de cette façon-là, la somme des moments de force par rapport à l'axe de rotation, l'axe Z, doit être égale à 0. Si je le travaillerais, mes problèmes de cette façon-là, si j'ai 3 moments de force ou X moments de force, j'écrirais le moment de force selon Z, le premier, plus le deuxième selon Z, plus le troisième selon Z, etc. Tout ça devrait être égal à 0. Puis là, j'en aurais qui seraient positifs, des moments de force, ou qui seraient négatifs. Fait que je continuerai à développer mon problème en disant, un moment de force, c'est le bras de levier fois la force, et je choisirais de mettre un signe plus ou moins en avant, dépendant si ça contribue à faire tourner anti-horaire ou horaire. Quand on était en translation, on se demandait est-ce que ça contribue à faire avancer positivement l'objet ou reculer négativement. Mais ici, on se questionnera à savoir est-ce que ça contribue à faire tourner horaire ou anti-horaire, puis on mettrait un signe. Puis je ferais la même affaire pour le deuxième moment de force, je lui mets un signe, puis c'est le bras levier fois la force, puis etc. Ou encore, on tient compte de l'angle, donc c'est pas des bras de levier perpendiculaires, c'est des bras de levier tout simplement, puis on tient compte de l'angle. Mais j'ajouterais un signe. Je les ai déjà développés à l'époque comme ça, puis il y a encore beaucoup de livres de physique et de physiciens qui les développent comme ça. Moi, ce que je vais préférer faire, là j'ai mis un exemple extrême avec 16 forces qui contribuent à faire tourner cet objet-là dans un sens ou dans l'autre. Et l'équilibre de rotation, s'il ne tourne pas, c'est parce que ma somme des moments de force selon Z est égale à 0. Développer l'ancienne façon, ça va d'écrire mes 16 moments de force selon Z, quand je les additionne, doivent être égales à 0. Évidemment, chacun de ces choses-là contient un signe. Là, F1, F2 contribuent à faire tourner
l'objet de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je les ai mis positifs. F3 aussi, F4. F5 contribue à faire tourner de l'autre côté. Donc, F5, lui, contribuerait à faire tourner de l'autre côté. C'est pour ça que j'écris moins M5. Fait que là, j'enlève les Z. Mais il faut que je statue quel sens qu'ils font tourner. M6 contribue à faire tourner de l'autre côté. 7, 8, 9 et 10. Alors, je ramène l'objet à l'horizontale. 9 et 10 et 11 et 12. Toutes ces forces-là contribuent à faire tourner l'objet comme ceci. Les forces pour faire tourner l'objet comme ceci. Donc, horaire. Donc, négatif, c'est pour ça que j'ai mis moins M9, moins M10, moins M11, moins M12, moins M13. Et évidemment, à l'inverse, 13, 14, 15, 16 contribuent à faire tourner l'objet comme ça. Donc, contribuent à faire tourner anti-horaire. C'est pour ça que je les ai mis positifs, plus 13, 14, 15 et 16. On le ramène à l'horizontale. Ben, tous ceux-là qui étaient négatifs de ce côté-là, mathématiquement, je pourrais les envoyer de l'autre côté du égal, puis ils deviennent positifs. Fait que là, je garderais juste M1 à M4, 12, 13 à 16 qui sont de ce côté-là. Puis tous ceux-là qui étaient négatifs, je les enverrais de l'autre côté. L'avantage de ça, c'est que j'ai plus de signe moins. Puis ceux-là font tous tourner dans le même sens, puis ceux-là font tous tourner dans l'autre sens. Donc présentement, moi, j'aime mieux partir mes problèmes. Cette loi-là, la vraie loi de physique, c'est celle-là. Vous allez voir, moi, je vais dire que ma loi de physique revient à ça. Dire que je mets tous les anti-horaires d'un côté, puis tous les horaires de l'autre côté. Donc, je vais souvent démarrer mes problèmes. Quoique la plupart du temps, je pense que je mentionne que j'utilise ça comme principe en jaune. Puis tout de suite, la deuxième ligne que j'écris, c'est celle-ci. Parce que de ce principe-là découle celui-ci. Puis celui-ci, je trouve qu'il est plus facile à traiter par après.